Bonjour à vous, amis auditrices. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais solliciter votre aide pour pérenniser et faire grandir ce podcast. Si vous aimez mon travail, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous et lui mettre une note 5 étoiles sur votre appli de podcast, surtout si vous écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou Twitter. En tapant Podcast Les Consultes dans la barre de recherche, vous me trouverez et vous pouvez me laisser des gentils commentaires. Enfin, toutes vos suggestions d'invités sont les bienvenues. Et maintenant, parlons de l'épisode du jour. Aujourd'hui, à la consulte, je reçois Adrien. Avec Adrien, nous avons essentiellement parlé de 3 thématiques: son activité de psychiatre de liaison, son activité de simulation pédagogique et sa famille de médecins. J'ai adoré le récit d'Adrien, riche en anecdotes et en réflexions, et surtout, j'ai adoré son regard sur la relation soignant-soigné, parce que finalement, nous n'avons parlé que de ça. Je vous souhaite la bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins, et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Bienvenue à la consulte. Je suis très contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Adrien, je suis psychiatre, praticien hospitalier dans un CHU et responsable d'une unité fonctionnelle. Et j'ai 34 ans. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton activité ? Oui, alors je suis, comme je disais, praticien hospitalier. En fait, quand j'ai fini mon internat, je suis revenu après l'internat dans ma ville natale et j'ai pris un poste de chef de clinique qui ensuite s'est prolongé sur un poste de praticien hospitalier, mais je fais plus ou moins la même activité depuis 6 ou 7 ans, qui est essentiellement de la psychiatrie de liaison. Donc, c'est tout ce domaine de la psychiatrie qui vient donner des avis dans les services de médecine, au lit du patient, dans les services de médecine, de chirurgie, de l'ensemble du CHU. Donc, c'est un métier assez mobile parce qu'on va dans tous les services, on voit un peu tous les médecins et on vient voir des patients, non pas sur la demande des patients, mais sur la demande des médecins. Ce sont les médecins qui nous font des demandes. Et donc ça, c'est mon métier, psychiatre de liaison. Et puis, j'ai une activité un peu spécialisée de liaison en neurologie, épileptologie. Je fais 3 matinées de consultation auprès de patients épileptiques en épileptologie. C'est toujours de la liaison, mais un peu plus régulière, dans un service en particulier. Et puis j'ai de la consultation avec, il y a des patients épileptiques, il y a des patients de secteur psychiatrique classique. Et puis j'ai aussi un intérêt particulier pour l'état de stress post-traumatique, tout le domaine du trauma. Donc je fais également de la consultation pour ces patients-là en pratiquant une psychothérapie qui s'appelle l'EMDR, thérapie ciblée sur le trauma. Et dernier point, puisque j'ai un emploi du temps un peu en mosaïque comme ça, dernier point, je suis formateur en simulation pédagogique. Et donc j'ai pas mal de temps qui est consacré à du jeu de rôle, la simulation pédagogique, dans une unité donc dédiée de la faculté de médecine. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur cette activité ? Je suis très curieuse de savoir comment ça se passe. Tu interviens dans le cadre de la formation du personnel médical et paramédical. Ça se passe comment, ton activité concrètement ? Oui, en fait, c'est un peu à tous les niveaux, parce qu'on forme autant des externes, des internes de psychiatrie, des internes d'autres spécialités, des professionnels déjà formés, des médecins, des infirmiers, des secrétaires. On fait aussi des formations pour les secrétaires médicales, parce que, mine de rien, répondre au téléphone et avoir des patients en détresse au téléphone, c'est pas évident. Qu'on travaille là-dessus. En gros, moi en tant que psychiatre, avec d'autres collègues, notre rôle dans l'unité, c'est surtout d'animer les formations autour de la relation soignant-soigné, et on nous fait beaucoup de demandes pour des formations sur l'annonce diagnostique, évidemment. Mais c'est pas que l'annonce diagnostique, ça peut être l'annonce de mauvaises nouvelles, de manière plus générale, ça peut être l'annonce d'un dommage lié aux soins, ce genre de choses. Et donc on est sollicité en fait par des spécialistes, c'est pour ça que c'est assez cohérent avec mon travail de psychiatre de liaison. C'est en interaction avec les autres spécialités, parce que finalement, ça va être des collègues généticiens, neurologues, cancérologues qui vont nous dire tiens, on aimerait bien travailler cette question de l'annonce diagnostique avec nos internes, avec nos infirmiers, etc. Est-ce qu'on pourrait faire une formation ? Et donc nous
on crée en fait des jeux de rôle dans le cadre de la simulation pédagogique, des jeux de rôle. Alors c'est très encadré, en fait, il y a ça s'apprend de faire des jeux de rôle, de débriefer des jeux de rôle. C'est toute une technique que j'ai apprise au fur et à mesure des années, qui est super intéressante et qui permet d'aider les apprenants à améliorer leur pratique dans un domaine qui est finalement pas si facile à aborder que ça, la question de l'annonce diagnostique par exemple, la relation avec les patients compliqués, parce que souvent on l'aborde sous la forme de présentation très théorique qui parle pas beaucoup, je trouve. Faire un PowerPoint où on dit bon, il faut être empathique, écouter le patient, bon d'accord, tout le monde est d'accord, mais en pratique comment on fait ça? Puis en pratique, si le patient nous dit quelque chose qui nous désarçonne, que le patient est mutique, parle peu, que le patient s'énerve, que le patient est anxieux et écoute pas ce qu'on lui dit, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, le jeu de rôle, ça permet vraiment de mettre en scène ces situations, de les jouer devant les apprenants, et ensuite, avec les apprenants, dans le débriefing, c'est ça que j'aime bien, c'est on cherche des solutions ensemble. On réfléchit ensemble, point par point, voilà, il s'est passé ça, le patient s'est énervé, s'est mis à crier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qui pourrait marcher, etc. On réfléchit point par point, et c'est très vivant, très proche de la pratique, et très apprécié des apprenants. Moi, j'aime beaucoup faire ça, j'ai encore fait ça cet après-midi sur l'annonce de diagnostic de cancer du sein. Alors, c'est très prenant. Moi, je sors toujours en nage de ces je transpire beaucoup. Alors, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais je sais pas pourquoi ça me fait transpirer beaucoup. En fait, ça demande une attention très soutenue et beaucoup d'efforts de concentration pour faire réagir tout le groupe, faire des synthèses, etc. Mais j'aime beaucoup ça. C'est très intéressant, très stimulant. Comment t'es arrivé là? Alors, toutes ces choses-là, c'est pas du tout, à part le trauma, on va dire, qui est peut-être quelque chose de plus personnel que j'ai ramené de mon internat, qui m'intéressait déjà à l'internat. Comme je dis, j'ai pas fait l'internat dans la même ville, hein, donc j'ai ramené de mon internat cet intérêt pour le trauma, parce que j'étais dans une ville, à Lille, où il y a toute une spécialisation sur le trauma. Ça, c'est plus personnel. Après, tout ce qui est l'épileptologie, par exemple, la simulation pédagogique, c'est des choses que j'ai découvertes finalement en arrivant à Strasbourg, parce que mon chef, en fait, était responsable de ces activités-là. Il se trouve que mon chef, professeur de psychiatrie, et co-dirige l'unité de simulation pédagogique, ce qui est assez original, hein. La plupart des unités de simulation sont dirigées par des anesthésistes. Et donc, il y avait cette petite spécificité-là, et il avait besoin que moi, en tant que chef de clinique, c'est normal, j'avais une activité universitaire à faire, il m'a demandé de participer à cette activité d'enseignement. Moi, ça m'allait bien parce que la recherche m'a jamais tellement attiré, et il m'a dit bon bah c'est pas grave, tu fais pas de recherche, mais tu fais de l'enseignement. Ça me paraissait bien, et donc il m'a demandé de participer à ça. J'ai appris comme ça, et j'avoue que ça m'a vraiment passionné. Ça me passionne toujours aujourd'hui, et en plus je trouve ça très cohérent, comme je disais, avec l'activité de psychiatrie de liaison, parce que on est amené à travailler avec des professionnels d'autres spécialités. À donc essayer de trouver un langage commun, à essayer de pas être dans son jargon de psychiatre, dans son isolement comme ça, le glorieux isolement du psychiatre qui est dans son monde à part avec sa logique, son vocabulaire inaccessible aux autres médecins. Mais au contraire d'être dans un dialogue, et donc d'essayer de faire passer des notions de psychiatrie, de psychanalyse, des choses sur la relation soignant-soigné, à des médecins qui ont d'autres cultures professionnelles. Et je dois dire que c'est assez cohérent. Et il arrive d'ailleurs que ce soit tellement lié que, par exemple, pour les neurologues, c'est à force de parler avec des neurologues que ils m'ont dit, tiens, nos secrétaires de neurologie, elles savent pas comment faire parce que les patients épileptiques, ils appellent en disant, c'est terrible, j'ai fait une crise, ça va pas du tout, passez-moi un neurologue. Et puis, en fait, elles peuvent pas toujours passer un neurologue, et elles doivent gérer le degré d'urgence par téléphone, savoir quel degré d'urgence il y a. Et du coup, on s'est dit, c'est simple. En fait, il faut les former. Il faut qu'on fasse 2 jours de formation sur voilà comment on répond au téléphone, qu'est-ce qui est une urgence, comment on rassure des patients, comment on oriente des patients par de la simulation. Et donc c'est ça, l'activité, elle est cohérente parce que en rencontrant d'autres professionnels, je me rends aussi compte de leurs besoins d'enseignement aussi, leurs besoins les points sur lesquels ils aimeraient progresser. Ton activité d'enseignement, elle est basée sur ce que tu constates quand tu interviens dans les différents services dans le cadre de la liaison psychiatrique. C'est ça. Et puis je dirais, c'est pas forcément au moment où j'y vais, mais plus on va dans un service, plus évidemment on fait des liens avec les professionnels. À force de nous voir, ils nous connaissent. Parfois, on fait même un peu partie de l'équipe. Ils nous identifient bien. Et puis du coup, quand ils se livrent un peu plus à ce moment-là, ils disent tiens, on est en difficulté pour ça et ça. Ou bien après coup, ils nous contactent en disant je sais que tu fais de la simulation, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose ensemble sur ça ou sur ça? Et je leur dis très bien, on va faire ça ensemble, et puis on monte les programmes de
de formation avec eux, en fait, en fonction de leurs besoins. Et donc, voilà, c'est toujours dans le lien, en fait, entre psychiatre et autres spécialités. Je trouve ça complètement dingue que j'apprenne aujourd'hui, alors que j'ai terminé mes études depuis quelques temps, que, en fait, la relation, on va dire médecin-patient, mais plutôt soignant-soigné, c'est un truc qui peut s'apprendre. Ouais, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et d'ailleurs, nous, avec mon patron, on est un peu fâchés que souvent on dit oui, c'est de l'apprentissage des compétences non techniques, parce qu'en pédagogie médicale, on dit voilà les compétences techniques, savoir faire une ponction lombaire, voilà, savoir faire différentes choses, des gestes techniques. Et puis les apprentissages non techniques. Et dans les apprentissages non techniques, on dit la relation soignant-soigné. Et ben nous, on n'est pas d'accord, parce que pour nous, c'est technique la relation soignant-soigné. Ça s'apprend. Il y a des façons de faire, il y a des manières de parler aux patients, de communiquer, des choses qui marchent mieux que d'autres. En fait, c'est assez technique, ça s'apprend, et je pense qu'on l'apprend pas assez pendant les études de médecine. Alors, nous, on a fait un travail pour essayer d'augmenter justement cet apprentissage. Tous les externes chez nous font 4 heures de simulation sur des jeux de rôle relationnels. Après, les internes, évidemment, on essaye d'en faire. Les internes de psychiatrie, on en fait bien sûr. Et puis, avec d'autres spécialités, comme dit, on fait des partenariats avec les neurologues, avec les cancérologues, avec les généticiens, etc. Mais vraiment, ça s'apprend. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et à mon avis, à tous les stades de la pratique. Parce que quand on a des jeunes médecins, des internes, on fait des jeux de rôle, j'allais dire basiques, plutôt des situations standards. Et puis, quand on a des médecins avec plus d'expérience, on peut se permettre des situations plus difficiles. Mettre en scène des choses plus rares, plus difficiles, voire même des situations qu'apportent les médecins. J'ai fait une fois avec des médecins généralistes qui avaient tous une cinquantaine d'années. Alors c'est un peu impressionnant. Quand moi je sais pas, quand j'avais 28 ans, on me dit tu vas faire une formation. C'était à la demande des médecins généralistes. Il dit une formation à la relation d'aide. Je dis bon, c'est impressionnant avec des médecins aussi expérimentés. En fait, on est parti de leur pratique, des situations qui leur avaient posé problème, qu'ils ont racontées. On les a mis en scène sous la forme de jeux de rôle pour essayer de le rejouer, d'y réfléchir ensemble. Et je trouve que ça a donné des choses extrêmement intéressantes. Je trouve ça vraiment dingue d'avoir fait tout un cursus de médecine et de découvrir que maintenant qu'on peut faire de la simulation pour apprendre la relation médecin-patient. Ouais, alors notre espoir, c'est que ce soit plus aussi dingue dans les années qui viennent. Et on se rend compte, d'année en année, la simulation prend de plus en plus de place dans les études de médecine. Et au final, ça paraît de moins en moins exotique maintenant quand on propose ça. C'est vrai que les choses ont déjà pas mal évolué et vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent. Ça, on le sait, parce qu'il y a des directives ministérielles, il y a différentes actions. Donc ça va beaucoup évoluer. Et j'aimerais revenir sur ton activité de psychiatrie de liaison, parce que finalement, t'es appelé par un médecin d'un service de médecine ou de chirurgie pour aller voir un patient qui, lui, n'a rien demandé. Du coup, comment tu les abordes dans la relation, ces personnes qui n'ont rien demandé? Surtout que t'es psychiatre et que d'expérience, quand on dit à un patient qui va rencontrer un psy, et alors tu mets ce que tu veux derrière, souvent il y a un petit mouvement de recul quand même. Ouais, c'est un exercice particulier. On demande souvent aux médecins de prévenir qu'on viendra, c'est-à-dire voilà, dites au patient, est-ce que le patient est d'accord qu'on vienne. Parfois c'est pas fait, parfois c'est un peu la surprise, et ça fait qu'on entre un peu dans la chambre un peu à pas de loup. Hein. Il y a quelque chose une approche un peu particulière, je trouve, pour ma part. Et ce qui se passe, alors il peut y avoir effectivement un effet de surprise. C'est-à-dire que j'arrive, je dis voilà, je m'appelle Adrien, je suis psychiatre. Alors là, je vois tout de suite la réaction. Les gens qui disent oui, on m'a dit que vous veniez. Puis d'autres qui font ah bon, psychiatre. Alors je dis oui, on ne vous a pas prévenu. Eh bien, en fait, ce sont mes collègues qui vous prennent en charge ici, qui s'occupent de vous, qui m'ont demandé mon avis, qui m'ont demandé de venir vous voir pour discuter, parce que si je comprends bien, ça va pas très bien. Et en fait, j'enchaîne assez vite. Hein. Je fais le lien avec le médecin qui a demandé, parce qu'ils connaissent ce médecin-là, parce que ils comprennent bien que c'est sur demande du médecin. Et puis j'enchaîne très vite sur qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe. Et généralement, ça se fait très naturellement. En fait, je crois que les patients sont réticents à voir un psychiatre. C'est vrai, ils sont réticents. On le voit avec les patients qu'on voit en ambulatoire, qui parfois disent qu'ils ont mis des mois à oser franchir le pas. Mais en fait, quand le psychiatre vient spontanément, quand on leur offre un espace de parole,
parce qu'on essaie d'être assez ouvert dans l'approche. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, vous pouvez me raconter. En fait, c'est la nature humaine, hein, je crois. On a besoin de parler de nous, on a besoin de parler de ce qui nous arrive, surtout dans des circonstances exceptionnelles. Une hospitalisation, c'est quand même des circonstances exceptionnelles. Les gens se saisissent très très vite de cet espace de parole. Je crois que c'est vraiment juste le premier pas. C'est l'abord qui fait un peu peur aux gens, mais dès que les gens commencent à parler, je crois que généralement ça vient tout seul. Hein. Il y a quelques secondes délicates et en fait, il suffit juste d'amorcer la discussion et en général, ça se passe bien pour les patients. Cette peur du psy, elle s'efface vite en fait. Oh oui, elle s'efface assez vite. Je crois que globalement, c'est parce qu'on est avec des gens on voit des gens qui sont en souffrance. Ils sont à l'hôpital parce qu'ils sont en souffrance. Alors ça dépend des services, hein, mais ils n'ont pas toujours beaucoup d'espace pour parler dans les services, c'est vrai. Les médecins n'ont pas toujours beaucoup de temps, ou il y a des sujets les médecins peut-être ne veulent pas aborder, n'abordent pas avec eux, plus personnels. Quand on leur offre de l'espace de parole, les gens se sentent écoutés, ont besoin de parler de ce qui leur arrive. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à proposer de l'espace de parole. Je pense aux aumôniers, là, d'un coup, c'est différent hein, comme espace de parole, mais les aumôniers, ils sont très demandés dans les services, parce que là aussi, c'est l'occasion de parler de ce qui leur arrive, un peu en dehors de simplement d'être, comme ils peuvent le sentir parfois, simplement un corps dont on s'occupe, mais sans les connaître vraiment. J'ai caricature un peu, bien sûr, c'est pas le cas dans tous les services. Il y a certains services où il n'y a pas une très grande attention qui est portée, je pense, au vécu du patient, à ce qu'il vit, à ce qu'il est, à qui il est. Quand on leur offre un espace de parole, les gens s'en saisissent. Et puis s'ils en ont marre, ils le disent. Hein, c'est ça aussi que je trouve bien. Et puis on le voit, s'ils sont fatigués, s'ils ont eu des soins qui sont douloureux, que c'est pas le moment. On le voit. Soit on voit qu'ils sont fatigués, qu'ils s'endorment, ou alors on voit qu'ils ont des grimaces de douleur. On dit est-ce que vous voulez que je repasse un peu plus tard? C'est peut-être pas le bon moment. Et puis on repasse plus tard. Hein, on s'adapte. Dans ton expérience, vous aidez qui quand vous intervenez dans ce cadre-là? En tant que psychiatre de liaison, tu crois que tu aides le patient ou tu crois que tu aides le médecin qui s'occupe du patient? Alors, oui. Officiellement, on aide le patient. Je crois que ce serait trop confrontant de dire au médecin qu'on aide le médecin. Mais moi, je pense que la psychiatrie de liaison, c'est la psychiatrie qui s'intéresse à la psychologie des médecins. Et des soignants, d'ailleurs, en général. Parce que c'est un médecin qui nous appelle, que parfois l'appel est effectivement très médical, très technique. Je sais pas, le patient a tel antidépresseur et puis il peut plus prendre par voie orale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en IV, en remplacement? Voilà, des choses très techniques. Mais il peut arriver assez souvent, en fait, quand même, qu'on nous appelle pour des problèmes relationnels, au fond, des problèmes de relation avec le patient. Le patient qui est difficile, qui refuse certains traitements, qui refuse les soins, qui demande sa sortie, qui crie sur les infirmiers, patient un peu bizarre. C'est ça, on a des appels comme ça. Hein. Vous pouvez voir ce patient, il est bizarre. Bon, moi, quand on me dit le patient, il est bizarre, ce que j'entends, c'est il y a quelque chose qui se passe dans la relation entre les médecins et ce patient. Quelque chose de bizarre dans cette relation, en tout cas. Et effectivement, je crois que comme notre interlocuteur premier, c'est le médecin, c'est lui qui nous fait sa demande, et on voit le patient, après on revient vers le médecin, on discute avec le médecin pour lui expliquer ce qu'on a compris de la situation du patient, et je trouve assez souvent lui donner une représentation de l'univers mental du patient. Par exemple, il peut arriver qu'on ait des patients avec des difficultés, par exemple des patients schizophrènes. On nous appelle alors que le patient n'est pas décompensé. Le patient, il est schizophrène, mais il est pas délirant, il est calme, etc. Mais à cause des aspects déficitaires de sa maladie, il est un peu étrange. Il respecte pas bien les règles. Il fait des réponses un peu à côté. Et ça inquiète les médecins. Et ils ont besoin qu'on vienne les aider à comprendre comment fonctionne ce patient, à quoi il répond, comment faire pour l'aider. Et en fait, c'est comme ça que je conçois la chose. Notre métier, c'est d'aider les médecins à aider leurs patients. Pour faire le parallèle avec ce que disait Winnicott, le grand pédiatre et psychanalyste des années 50 en Angleterre, Winnicott qui a beaucoup écrit sur la relation mère-enfant, et il disait on ne fait jamais mieux son travail que quand on aide les mères à aider leur enfant. Plutôt que d'aider directement l'enfant, c'est aider la mère à aider son enfant. Et de la même manière, les situations les plus satisfaisantes, c'est quand on arrive à aider le médecin à aider son patient, à aider le médecin à rétablir de la communication, à arriver à mieux comprendre le patient et comment il fonctionne pour s'adapter à lui, parce que c'est à nous de nous adapter aux patients. Les patients vont difficilement s'adapter à nous.
Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, je pense à là pendant la crise du Covid, un jeune, enfin un jeune, non, pas si jeune que ça, mais patient hospitalisé pour Covid, mais qui est toujours autiste déficitaire, qui vivait avec ses deux parents, et on nous appelle en nous disant voilà, le monsieur est hospitalisé, ça fait 15 jours, il a le Covid, c'était pendant la première vague. Bon, il comprend pas, il s'énerve, il veut sortir de sa chambre alors que c'est pas possible, il commence à s'énerver. Et puis, eh bien, ses deux parents ont eu le Covid et sa mère est décédée il y a 2 jours dans un des autres services de l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit parce que il est autiste? Comment il va le comprendre? Déjà qu'il a du mal à tenir dans la chambre, est-ce que il va s'énerver encore plus, être déboussolé et demander sa sortie, partir? Alors est-ce qu'il faut qu'on attende la sortie pour lui annoncer le décès de sa mère ou pas? Donc là, la question, elle était au fond pas très médicale, c'était une question relationnelle. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on aborde le sujet avec le patient? Et donc, ce que j'aurais dit, c'est voilà, je pense qu'il faut lui dire. Je pense qu'il faut lui dire. C'est pas moi qui vais lui dire parce que c'est pas moi qui suis le médecin de ce patient, mais je peux vous aider à le faire. On peut réfléchir ensemble comment vous allez lui expliquer la nouvelle. Alors on a réfléchi un peu. J'ai dit mais est-ce qu'il y a des proches, est-ce qu'il y a des gens? Ah oui, il y a une éducatrice qui essaye de venir le voir, voilà, qui est très proche de lui, qui vient le voir à l'hôpital. Je dis voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'éducatrice soit présente au moment de l'annonce pour que il y ait un peu quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui connaît. Puis on a fait des choses comme ça finalement. En faisant venir l'éducatrice, avec le médecin du service. Le médecin se sentait suffisamment rassuré par ce qu'on lui avait proposé pour qu'il puisse le faire. Et voilà. Et ça, c'est vraiment des choses très satisfaisantes parce que là, on aide le médecin dans une situation où il est un peu perdu, où il sait plus trop comment aider son patient. Et là, c'est là où c'est beau. C'est quand on aide les médecins à soigner la relation avec leurs patients. Et toi, c'est ce qui te plaît dans cette activité de liaison? Oui, c'est la complexité, c'est assez beau, la complexité. C'est un peu fascinant. Il y a le patient qui est un univers à lui tout seul, qui a son mode de fonctionnement, son passé, sa vie, etc., qui se retrouve balancé parfois du jour au lendemain dans un univers qu'il ne connaît pas, qui est celui de l'hôpital, ou qu'il connaît trop bien quand il est malade chronique. Et en fait, c'est les interactions qui se nouent entre ces deux planètes, la planète du patient et la planète de l'hôpital, et il y a plein de points de friction. Il y a plein de points de friction qui sont intéressants à analyser, qui sont intéressants parce que c'est des choses sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles on peut aider. C'est par exemple, on est très souvent appelé pour des personnes âgées qui font des sortes de dépression d'hospitalisation, c'est-à-dire ils étaient bien quand ils sont arrivés, ils sont venus pour une cause lambda, petit problème de santé, diabète pas très équilibré, et puis ça c'est compliqué. On leur a dit vous sortirez dans 1 semaine, mais en fait ça c'est compliqué. Et puis ils ont dû aller dans un autre service. Et puis ils ont fait une infection. Et puis un sepsis, ils étaient en réanimation. Et puis ils sont en soins continus. Et puis on les a remis en médecine interne. Et en fait ça fait 3 mois qu'ils sont à l'hôpital. Ils sont rentrés pour quelque chose qui devait durer 1 semaine et ça fait 3 mois. Et en fait au bout d'un moment, ces patients ils se désespèrent. Enfin, ils ne voient plus le bout. Et effectivement. Parce que plusieurs fois on leur a dit que c'était les bouts, qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux, et puis plusieurs fois ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc ils se désespèrent et puis ils se laissent glisser comme ça, ils mangent plus, ils répondent à peine, ils participent plus à la toilette. Et là finalement là aussi c'est des moments intéressants parce que c'est des moments où on peut intervenir. C'est un moment de vie pour ces gens-là, et c'est aussi un moment dans lequel il faut accroître, je pense, la relation, des moments où justement ils ont besoin qu'on soit plus présent, qu'on les rassure plus, qu'on puisse plus être à leur écoute. Et là, on voit que c'est toutes ces situations provoquées par l'hospitalisation elle-même, finalement. Je trouve ça absolument fascinant, cette réflexion sur la relation médecin-patient. Et je trouve ça hyper intéressant de vraiment regarder la relation comme une entité à part. Le patient, la relation qu'on construit avec lui, et comment on construit quelque chose qui permette d'aller chercher le patient et de travailler avec le patient. Ah oui, et alors il y a même une autre entité dont on n'a pas parlé, c'est le service. Et moi ça j'ai appris quand j'étais à Lille parce qu'on avait un grand professeur de Lyon, qui avait beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Le principe c'est que pour soigner un patient, il faut d'abord soigner l'institution. Et il m'a appris quelque chose que j'avais jamais imaginé et qui est tellement vrai, qui est que une institution peut être malade. C'est-à-dire un service peut être malade comme un patient est malade. Et il y a des services paranoïaques.
dans lesquels on est accro à la procédure et on a peur du risque de plainte, ou tout comme ça. Il y a des services déprimés dans lesquels tout le monde a un peu lâché prise, ou tout le monde en a un peu marre, tout le monde est un peu mou comme ça, ou voilà. Il y a des services obsessionnels dans lesquels on veut que tout soit parfaitement fait, etc. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'à force de se trouver dans les mêmes services, on finit aussi par voir les problèmes spécifiques de ces services et comment ces problèmes se répercutent sur le patient. Et c'est vrai que c'est très très intéressant parce que parfois un même patient, on se dit voilà, dans un autre service, il se serait pas passé la même chose. Là aussi, c'est vraiment intéressant. Alors nous, c'est parfois difficile de pouvoir soigner l'institution de notre position extérieure, mais quand même, on reçoit un petit bout, on va dire, de cette parole. Et je pense par exemple au fait que quelque chose d'assez classique quand on arrive comme psychiatre, souvent on voit d'abord les infirmiers ou les aides-soignants, c'est les premières personnes qu'on rencontre quand on rentre dans un service. On tombe rarement directement sur le médecin. Donc moi, je présente toujours, ah, je suis psychiatre de liaison. Et ben, il arrive assez souvent que la réponse soit ah, vous êtes psychiatre, ah bah je peux dire que on a sacrément besoin de vous, hein, parce que nous on en a marre, hein, là à l'hôpital ça va pas. Et puis, alors c'est dit sur le ton de la blague, hein. Ou alors c'est ah bah Christiane, dis donc il y a un psychiatre, je pense qu'il a dû venir pour toi parce qu'en ce moment ça va pas fort, non pour toi. Dit comme ça sur le ton de la blague, ça fait rire tout le monde, mais ça dit un peu quelque chose quoi. Ça dit un petit peu quelque chose. Et puis parfois, voilà, parfois et on nous pose des questions très personnelles. Ah mais vous qui êtes psychiatre, vous trouvez ça normal que ça et ça. Et moi j'aime bien ces petits moments en aparté quoi. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que psychiatre pour beaucoup de gens c'est justement un espace de parole. C'est quelqu'un à qui on peut parler, et à quelqu'un on peut dire des choses qu'on pourrait pas tout à fait dire autrement. Et même les soignants finalement parfois peuvent nous dire des choses comme ça entre deux portes. J'aime bien ce genre d'interaction. Mais du coup, ce genre d'interaction, elles sortent quand même un petit peu du cadre qui est censé être celui de ton poste. C'est pas un petit peu lourd à porter des fois d'avoir ces petites informations sur les soignants que tu reçois toi en tant que psychiatre, sauf que t'es pas le psychiatre de la personne. Ouais. Ça te met pas aussi des fois dans des positions délicates quand tu retournes dans le service et que tu as cette information à propos de ce ou cette soignante, et ça complique pas un peu les choses? C'est un peu délicat, d'autant qu'il peut arriver que ça aille plus loin que ça, hein, d'autant qu'il peut arriver que on nous demande de voir en tant que psychiatre des soignants. C'est-à-dire que comme on est identifié, comme les médecins nous connaissent, qu'on parfois on nous appelle en disant bah voilà, qu'un médecin nous appelle en disant bah voilà, je suis embêté, j'ai une interne qui va pas bien du tout, qui a des idées suicidaires. On dit telle infirmière, voilà, est-ce que tu pourrais. Alors on essaye de, là encore, on aide, mais on peut pas être directement impliqué. Moi je leur dis voilà, je peux pas voir moi cette interne avec qui par ailleurs je dois interagir comme professionnel puisqu'elle va m'appeler pour d'autres patients. Par contre, je veux bien t'aider à trouver un psychiatre rapidement qui pourra voir ton interne. Hein, c'est-à-dire qu'on va servir de relais pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'étais un peu en difficulté là avec le Covid parce que pendant la première vague je suis à Strasbourg, on peut le dire, le Grand Est a été spécialement touché et donc on a vécu une première vague très dure. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire de constituer des équipes de psychologues, de psychiatres, d'infirmiers psychiatriques pour aller rencontrer les soignants des services où il y avait des patients avec le Covid, notamment en réanimation, médecine interne, soins intensifs, pour parler avec les soignants et essayer un peu justement de faire du débriefing, de les aider à parler de ce qui se passait parce que on sentait un épuisement qui guettait, hein, un épuisement, une tension, une anxiété. Et moi, on m'a demandé si je voulais faire partie de ces maraudes. J'ai hésité, j'ai failli dire oui. Après, je me suis dit, ça me met dans une situation compliquée parce que après, une fois tout ça passé, je retournerai dans ces services. On m'appellera en tant que professionnel et je reverrai ces infirmières, ces médecins qui peut-être m'auront dit des choses un peu personnelles et qu'est-ce que ça va créer. Donc, heureusement, on était suffisamment nombreux. Il y avait d'autres collègues qui étaient pas, voilà, qui étaient d'accord de le faire, donc il n'y a pas eu besoin. Moi, je me suis plus centré sur les familles, l'appel aux familles des patients hospitalisés. Donc, voilà. Mais justement, voilà, je crois que tu as raison, il faut savoir quand même pas aller trop loin, parce que sinon, on risque de sortir du cadre et de plus devenir le psychiatre des patients, mais devenir le psychiatre de l'institution, ce qui est un rôle peut-être beaucoup trop lourd à porter, je pense. Est-ce que le psychiatre de l'institution, c'est pas censé être le manager, l'encadrement? Si.
Si, c'est censé être ça. Mais alors, il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que tu parles de manager d'encadrement. Il y a beaucoup de choses qui sont pas pensées de ce côté-là. Alors, les infirmiers ont des cadres infirmiers qui sont formés au management, mais bon, on voit que c'est variable d'un service à l'autre. Mais par exemple, les médecins, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, les médecins ne sont pas formés au management. Un chef d'unité, un chef de service par exemple, dirige un service, il a sous sa responsabilité des médecins, des internes, et puis une sorte quand même de responsabilité vis-à-vis des infirmiers, même s'il n'est pas leur supérieur hiérarchique. Mais on n'a jamais été formé au management, à gérer les équipes, à écouter, à savoir comment faire une réunion de service. C'est improvisé, on improvise complètement. Mais en fait, c'est pas censé s'improviser. Là encore, c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, malheureusement, c'est pas toujours vraiment le cas, que justement, il y ait des gens qui soient là pour essayer de régler les problèmes. Il y a plein de services où les problèmes traînent et personne ne s'en saisit. Il y a plein de services où la communication est rompue. Services enfin, nous, on comprend très vite en parlant avec les différents médecins. Il y a des médecins qui ne se parlent plus, qui peuvent plus se parler, voilà. Et il y a personne qui intervient vraiment dans ces moments-là, parce que personne ne sait comment intervenir. Donc oui, ça devrait. Je suis d'accord avec toi. Il devrait y avoir du management, mais il y en a pas toujours. Il y en a pas toujours. Alors Adrien, je te propose de changer de sujet parce que si on me lance sur le management à l'hôpital, mon cerveau va être en ébullition. Et j'avais envie de parler de toi, et du coup, je te propose de reprendre chronologiquement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, j'ai eu plusieurs idées. Pendant tout un moment, j'avais envie d'être magistrat. Je sais pas pourquoi. J'avais une sorte de fascination pour la justice, les procès. Je regardais plein de films de procès. Je regardais beaucoup de films. J'étais très très cinéphile. Je suis toujours d'ailleurs. J'ai réfléchi aussi. Est-ce que je pourrais devenir réalisateur, tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que on n'avait pas les qualités pour. Et puis, pour moi, il y a eu la question de la médecine qui s'est posée finalement rapidement parce que je suis d'une famille de médecins. Comme je crois beaucoup de médecins, enfin je me rends compte, pareil, en allant dans les services de l'hôpital, que c'est assez fréquent qu'il y ait des familles de médecins, souvent qui travaillent dans les mêmes institutions d'ailleurs. Et moi, mes deux parents sont médecins, et mes deux grands-pères étaient médecins. Un grand-père était médecin militaire, puis ensuite a exercé comme médecin généraliste après son activité de médecin militaire. Un autre grand-père était médecin biologiste et professeur d'université, doyen de la fac de médecine, donc quand même avec toute cette carrière universitaire très prestigieuse. Donc la médecine, j'ai baigné dedans dès le début, avec ce paradoxe qui est assez fréquent en fait, qui est que mes parents ne voulaient surtout pas que je devienne médecin. Et toute mon adolescence notamment, j'ai entendu voilà, ne fais pas ce métier. C'est une espèce d'injonction comme ça. Mais en même temps, quand on est enfant et que à table, alors les parents, ils ont beau essayer de pas parler travail à table, ça revient forcément. Quand les deux parents sont médecins, forcément, il y a des choses qui se disent. Et puis quand on est enfant, on écoute ça un peu fasciné parce que c'est des histoires un peu incroyables. Je crois que la médecine, on l'oublie un peu trop en la pratiquant, mais c'est des histoires incroyables, des choses qui sont de l'ordre je sais pas, de la tragédie parfois, de la comédie, du destin. Enfin, il y a des choses qui se jouent comme ça qui sont incroyables. C'est des histoires fascinantes. Et puis, elle est attirante cette figure du médecin. C'est quelque chose c'est un métier qui est très valorisé. C'est un métier que tout le monde considère comme utile, bénéfique, aider les autres. Bon, c'est très attirant. Donc, mes parents ne voulaient surtout pas que je fasse médecine parce que pour eux c'était un métier, je crois, considérer que c'est un métier trop difficile. Enfin, c'est un métier difficile, le métier qu'on exerce, qui est fatigant, qui peut être épuisant. Voilà, je crois qu'ils voulaient me préserver de ça. Et puis je pense qu'ils en avaient un peu marre aussi qu'il y ait que des médecins dans la famille. Je pense qu'ils avaient envie un peu de sang neuf. Et puis quand j'ai dit magistrat, ils étaient très enthousiastes. Ça c'est vrai que j'avais dit je ferai Sciences Po et puis après l'école de la magistrature. À un moment je m'étais dit ça. Et puis la psychiatrie, en fait, c'est par la psychiatrie que je suis venu à la médecine, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup intéressé pendant mes années de lycée. J'ai commencé à lire un peu des
très peu, mais un tout petit peu de psychanalyse, à m'intéresser à ça. Ça m'a fasciné, je dois dire. Et je me suis dit, je veux faire psychiatre. C'est ça que je me suis dit, je veux devenir psychiatre. Et donc j'ai fait médecine pour faire psychiatre. Et du coup c'est assez drôle parce que comme j'ai dit dès le début de mes études de médecine que je voulais être psychiatre, c'était connu dans la promotion, en tout cas dans les gens autour de moi, que je voulais être psychiatre, parce que j'ai jamais dévié en fait de ce truc-là. Jamais dévié, même si d'autres choses m'ont intéressé pendant les études. J'ai jamais dévié de ça. Et c'est une position plutôt confortable parce que c'est drôle, on est vu d'emblée un peu à part, comme quelqu'un d'un peu à part. Je me souviens quand j'étais externe aux urgences, on était plusieurs. Et puis on disait Adrien, tiens, là il y a une fille qui est venue pour une tentative de suicide, tu vas peut-être toi faire l'admission comme tu vas être psychiatre. Hein. On me donnait un peu ça, je pense qu'on s'en débarrassait aussi un peu, mais moi je dis super, ça m'intéressait beaucoup. Et donc oui, j'ai fait toutes ces années de médecine avec cette idée fixe de faire de la psychiatrie. Quand j'ai dit à ma grand-mère quand elle m'a dit mais finalement qu'est-ce que tu vas faire, j'ai dit écoute, finalement je vais faire médecine. Et elle m'a dit, mais enfin Adrien, c'est nul. Elle en avait marre aussi. Que des médecins à table, c'est fatigant hein, au bout d'un moment. Je crois qu'ils avaient tous envie que je fasse magistrat. Et je sais pas, finalement j'ai fait médecine. Ma sœur a fait Sciences Po, mais finalement on n'a pas du tout fait magistrature. Et c'était, malgré ces injonctions paradoxales de ne surtout pas faire médecine, je me suis quand même retrouvé là-dedans. Alors, j'ai quand même c'est pas facile d'avoir toute sa famille qui est médecin quand on fait médecine, parce que c'est un petit monde, je veux dire, Strasbourg est une ville moyenne, on va dire, mais du coup, c'est un monde assez petit quand même, le monde de la médecine, d'autant que mon grand-père ayant été doyen, ma mère travaillant à l'hôpital, mon père étant dans différents réseaux professionnels, connaissait pas mal de monde, et donc, toutes mes études de médecine, et en tant qu'externe, quand j'allais dans les services, je disais mon nom, on me disait « Ah !» Alors, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'on va me dire? Parce qu'elle disait, t'es pas le, je me dis, tiens, ça va tomber sur quoi? T'es pas le fils de madame, t'es pas le fils de monsieur, t'es pas le petit-fils voilà. Bon, c'était assez drôle. Mais je me suis dit, ça va être très lourd quand je vais être interne. Ça va être un peu lourd. Et du coup, je suis parti pour l'internat, j'ai changé de ville. Aussi en partie pour ça. Je voulais voir autre chose. Et puis, c'était agréable d'être dans une ville où j'avais pas de contact. Comme ça, les gens ne me connaissaient pas. Ne connaissaient pas ma famille, c'était bien. Et puis, je suis revenu après. Alors, évidemment, maintenant, c'est, voilà, de temps en temps on m'en parle, mais voilà, au début ça m'a gêné d'être dans cette lignée, d'être une lignée de médecins. Ça peut avoir un côté un peu pas très original, quoi. On a fait la même chose que papa et maman, bon, c'est voilà, un peu reproduction des élites, un peu basique. Et en fait, comment dire, maintenant ça me gêne plus du tout, parce que je me suis rendu compte de quelque chose aussi, c'est que la plupart des gens jusqu'à encore récemment, je sais pas, au XXe siècle, la plupart des gens exerçaient le métier de leurs parents. Quand on regarde ce que faisaient les métiers, mon grand-père fait beaucoup de généalogie, il m'a montré ça. Les agriculteurs avaient des enfants qui devenaient agriculteurs, les petits commerçants avaient des enfants qui devenaient petits commerçants, les avocats faisaient des avocats. Et je vois pas en quoi c'est gênant, finalement. Je vois pas en quoi c'est gênant. Moi, maintenant, je suis assez, je dirais, à l'aise avec ça aujourd'hui. Et est-ce que tu crois que tes parents sont à l'aise avec l'idée que tu sois médecin? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait que je sois médecin? Oui, je pense qu'ils sont à l'aise. Ils respectent, ça j'apprécie ça quand même, ils respectent beaucoup une sorte d'indépendance quand même là-dedans. C'est-à-dire que ils vont pas m'adresser, par exemple, des patients. Et ça, je dois dire que je leur en suis reconnaissant, parce que c'est tentant, hein. Mon père est médecin généraliste, c'est difficile de trouver des psychiatres pour des suivis, etc. Il pourrait me dire, écoute, Adrien, tu veux pas voir ce patient parce que vraiment je sais pas quoi faire. Non, vraiment, il respecte pas quand là-dedans, parce que je crois que ce serait compliqué pour les patients. Hein. C'est-à-dire, ça m'est arrivé par hasard de devoir prendre en charge des patients de mon père. C'est un peu spécial, hein, parce que quand on a le même nom, évidemment, les patients ils disent, vous êtes de la famille, il faudra pas leur mentir. Hein. Je veux dire, bon. Ça a mené à des situations un peu étranges. Je me souviens d'une dame très âgée, de plus de 90 ans, qui était une patiente de très longue date de mon père, et qui m'avait été adressée par un autre moyen. C'est pas mon père qui me l'avait adressée. Et j'ai pas réalisé tout de suite. On me demande pas tout de suite qui est le médecin généraliste. Et puis elle me dit. Et en fait, je l'ai suivie quelques années. Elle est décédée de maladie de son grand âge, et puis aussi des maladies qu'elle avait. Mais elle, par contre, elle n'arrivait pas à faire la différence. Donc, elle me disait, au fait, vous direz à votre papa
hein, qu'il faut qu'ils viennent me voir. Ou alors, oh, votre papa, il est encore en vacances, il est parti où maintenant? Alors, je sais pas, vous savez, c'est un peu compliqué, je vais peut-être pas vous raconter toute la vie de mon père, je sais pas. Peut-être vous lui demanderez vous-même. Voilà. Alors c'était un peu étrange. C'est arrivé qu'une fois que ce soit à ce point-là. Mais bon, la dame était très sympathique. Une vieille dame alsacienne comme ça, un peu avec un sacré caractère, comme on les a dans notre région. Et c'était plutôt amusant qu'autre chose. Mais du coup, le fait qu'ils respectent cette indépendance, c'est-à-dire de pas m'adresser des patients, que moi je leur en adresse pas, bien sûr, par ailleurs, ça permet d'être un peu quand même chacun dans son travail. Alors quand on se voit, il arrive qu'on parle de travail, pas trop longtemps, mais ça peut arriver. Mais non, je crois que ça les dérange pas. Et au début, ça les a dérangés quand j'ai fait médecine, mais je crois que maintenant, ils sont au fond assez contents. Mais c'est une bonne question, je vais leur demander. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent maintenant, avec le recul. Est-ce que tes parents, ça a été des sources d'inspiration pour toi au niveau professionnel? Je suis pas sûr, dans le sens que je les ai jamais vus travailler en tant que médecin. J'ai vu que leur récit, au fond, leur récit de patients. Je crois qu'ils m'ont leur récit m'a fasciné, ce qu'ils me racontaient de la médecine m'a fasciné. Donc ça a été l'inspiration première de ce côté-là. Mais comme je ne les ai jamais vus travailler, au fond, c'est curieux d'ailleurs, je ne sais pas comment ils sont en tant que médecins. Donc je peux pas dire que je peux pas dire que ce soit une source d'inspiration. Les sources d'inspiration, c'est les gens que j'ai vus travailler, c'est les médecins en tant qu'internes que j'ai suivis, dont j'ai vu les consultations. Oui, je crois que ça, c'est des sources d'inspiration, ces personnes-là. Mes parents, je pense pas que ce soit vraiment des sources d'inspiration dans ma pratique, non. Et est-ce qu'il y a eu dans ton parcours des personnes qui t'ont particulièrement marqué, qui ont été des modèles pour toi? Oui, je crois qu'on ne peut apprendre que par imitation, quand même, à un certain degré. Qu'on a besoin d'avoir des modèles pour apprendre quand on est un jeune professionnel. Il y a des gens qui m'ont marqué. Je pense surtout à l'internat, des médecins, certaines consultations auxquelles j'ai assisté, des façons d'aborder des situations difficiles, une certaine attitude qui m'ont marqué. Et il m'arrive parfois, encore aujourd'hui, de faire certaines choses d'imiter quelqu'un que j'ai vu. C'est-à-dire de poser une question bizarre que j'entendais un autre médecin poser, voilà, et d'imiter. Moi j'aime bien ça, j'aime bien. Donc ça, ouais, ça peut m'arriver. Et puis je pense que quelqu'un qui a été important pour moi, c'est mon directeur de thèse, avec qui j'ai pas travaillé parce que j'étais pas dans son service, mais qui a animé un séminaire que j'ai suivi pendant 3 ans et qui a été mon directeur de thèse et qui est un homme remarquable, extrêmement passionné, extrêmement brillant, avec une approche très humaine de la psychiatrie, et auprès de qui j'ai vraiment beaucoup appris. Ce travail de thèse, ça a été pour moi une expérience passionnante. Et quand on me demande un peu qui sont mes mentors, c'est toujours ma première pensée va vers lui, parce que ouais, c'est important, je crois, dans une carrière, dans sa vie, d'avoir des points de repère comme ça, des gens qu'on admire, des gens qui nous ont montré un peu la voie. C'est des choses importantes, je crois. Aujourd'hui que tu es praticien hospitalier, que normalement le compagnonnage se fait dans l'autre sens, est-ce que tu arrives encore à trouver des personnes qui t'inspirent, qui peuvent te servir de modèle, que tu peux imiter? Oui, et bah du coup peut-être moins maintenant par des psychiatres que des médecins, puisque je suis psychiatre de liaison, que je vois d'autres médecins. Je suis par moments admiratif, vraiment admiratif, devant certains médecins. Moi, j'aime que les médecins me parlent de leurs patients. Nous, on commence toujours par là, puisque un médecin nous dit « j'aimerais que tu vois telle personne », et puis le médecin nous décrit la personne. Oui, alors cette dame, voilà, elle a 60 ans, elle est là pour ça et ça. Et ben, ce descriptif-là du patient, on peut beaucoup dire du médecin en écoutant la manière dont il décrit son patient. Il y a des médecins qui ont une connaissance de leur patient, qui ont posé des questions tellement judicieuses, qui se font une idée tellement fine de ce qui se passe pour le patient, qui ont fait cet effort de comprendre l'univers dans lequel vit la personne, qui sont allés au-delà, j'allais dire, de purement des choses techniques. Et ça force l'admiration. C'est vrai que parfois, la réflexion même qui est posée, elle est extraordinaire. J'ai un souvenir, par exemple, en soins palliatifs. Il y avait deux médecins en soins palliatifs
qui nous avait appelé un moment pour un monsieur très déprimé, qui était un cancer en phase terminale, mais qui ne parlait presque plus, qui était quasiment mutique, qui ne réagissait plus à rien. Et on a commencé des antidépresseurs, il a commencé à aller mieux, mais nous on trouvait qu'il n'était pas encore tout à fait mieux, on voulait augmenter encore les doses. Et là, les médecins soins palliatifs ont dit j'aimerais bien qu'on en parle, et puis on s'est assis dans un bureau et je sais pas, on a parlé une demi-heure, et les deux médecins ont dit oui, je sais pas, est-ce qu'il faut augmenter encore parce que ce monsieur, bon, est-ce qu'il faut pas respecter un peu ses mécanismes de défense bon, au fond, là, il est quand même un peu mieux. Est-ce que on va plus loin que ça? Est-ce qu'il a pas aussi, est-ce qu'on peut pas respecter au fond un peu cette passivité dans laquelle il est entré, qu'il protège certaines choses, le déni aussi qu'il avait de cette maladie, et avec une réflexion très fine, eux-mêmes en disant, voilà, moi en tant que médecin de soins palliatifs, voilà ce que ça me fait quand ce patient dit ça, d'être capable de raisonner même sur les émotions que procurait le patient en face d'eux. Et moi ça, je trouve ça vraiment admirable. Je trouve ça vraiment admirable. Il y a certains médecins, on a un professeur de médecine interne chez nous qui est un homme extrêmement brillant, cultivé, qui a une énorme réflexion sur la relation justement, la relation d'aide et le soin. Et parler avec lui, c'est toujours passionnant parce que il voit des choses chez les patients, il est capable d'accepter certaines failles, de tolérer des comportements que d'autres médecins n'auraient pas tolérés et auraient renvoyé le patient comme ça. Voilà. Les patients qui le harcèlent par mail, qui sont tout ça très très de garder le lien, d'essayer de pouvoir être là quand il faut, de pas rejeter les patients. Moi, ce genre de médecin, c'est vrai que j'admire énormément. Et je crois que c'est dans tous les domaines. Moi, je me souviens étant externe, d'avoir été dans un service de chirurgie et d'avoir vu une même opération, une thyroïdectomie faite par 2 chirurgiens. Et pour moi, la chirurgie, alors voilà, moi, aspirant psychiatre, moi, la chirurgie, c'était rien, quoi. Enfin, c'était des bouchées, quoi. Je sais pas, ça avait aucun sens, pas. Et là, j'ai vu ce que c'était que l'élégance en chirurgie. Deux chirurgiens faisant la même opération. Il y en avait un, c'était brutal, il y avait il s'énervait, il jetait des trucs, c'était pas beau. Ça. Et puis un autre chirurgien, comme ça, les gestes étaient beaux, l'attitude. Et je me suis dit, j'aurais jamais pensé ça, mais il y a une élégance de la chirurgie. Et pareil, il y a une certaine élégance de la médecine. Il y a des gens qui font une médecine très belle, très imaginative, très réflexive, comme ça. Et donc, ouais, ça m'arrive encore assez souvent d'être admiratif de certains médecins. Et du coup, voilà. Alors, ça peut m'arriver évidemment, quand je veux adresser certains patients à des médecins, évidemment, je favorise cela parce que je sais que leur façon de raisonner, leur façon d'aborder le patient, moi, me parle, quoi. J'admire cette capacité que tu as à regarder la relation. Et évidemment, on va enchaîner derrière. Donc, enchaînons. Une question que j'aime beaucoup poser, et en fait, je suis encore très émue de ce que tu viens de raconter sur la relation, et je t'avoue que j'ai un petit peu de mal à enchaîner. Prends ton temps. Une question que j'aime beaucoup poser sur ce podcast. Est-ce qu'il y a dans ta carrière, à un moment donné, un échec, un moment particulièrement difficile que tu as vécu et que tu as surmonté, et qu'est-ce que ça t'a appris? J'ai un échec. Je crois que j'ai affronté beaucoup d'échecs, beaucoup plus que ce que je croyais en tant que médecin. C'était pas tellement quand j'étais interne, c'est plus quand j'étais jeune médecin. Je crois qu'il y a eu un moment, je sais pas, à peu près 2-3 ans de pratique, où j'ai un peu eu l'impression d'être dans un échec peut-être permanent même. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce que je faisais ne marchait pas, que les patients n'allaient pas mieux, que tout était répétitif, chronique, surtout dans les suivis, je parle surtout des suivis. J'avais l'impression que j'ai un moment, oui, assez pessimiste par rapport à ce métier, où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vois les patients, on parle, ils vont pas mieux, ils reviennent, ils se plaignent, ils vont pas bien, mais qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce que vraiment je les aide? Alors j'en parlais à des plus vieux psychiatres qui me disaient mais si Adrien, d'ailleurs la preuve c'est qu'ils reviennent. Ils disaient ça les aide puisqu'ils reviennent, si ça leur servait à rien, ils reviendraient pas. Je dis mais t'es sûr que c'est ça? Peut-être qu'ils reviennent parce qu'ils ont l'espoir qu'on va pouvoir les aider, mais qu'en fait on les aide jamais, je sais pas. Ils se raccrochent à un espoir, mais qu'en fait. Il y a eu quand même un moment où j'étais très pessimiste sur ce métier-là.
Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment j'en suis sorti. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me suis mis à revoir les choses de manière plus positive? Je pense que j'ai fait le deuil de l'efficacité telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire cette idée que j'avais que la médecine, on allait soigner des gens, guérir des gens. Hein. Pourtant, j'ai choisi psychiatrie, c'est pas un métier où on guérit tellement de gens. On soigne, on aide, on équilibre, tout ça. On accompagne, mais on guérit. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Et en fait, je crois que j'ai dû faire le deuil de la guérison et d'accepter la chronicité. Et c'est facile à dire comme ça. On se dit, bah oui, mais accepter la chronicité, c'est accepter une forme d'échec permanent. C'est accepter le fait que le patient ne sera jamais dans un état de pleine santé. Et on peut le vivre. Moi, je l'ai vécu, je pense, à un moment comme un échec. Je me suis dit, bah, à quoi ça sert? Il va un peu mieux, mais est-ce que ce un peu vraiment est tellement significatif par rapport aux efforts que je déploie? Voilà. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte que il faut pas lâcher prise. C'est pas les gens, même les plus malades, même les gens qui ont des formes résistantes, sévères, qui guérissent pas, dont nos efforts sont infructueux. Mine de rien, on est là. Et je crois qu'il y a quelque chose je me suis rendu compte de ça à certains moments, que les patients, alors même que j'avais l'impression de pas les aider, en fait, eux m'ont fait comprendre que je les aidais. Par exemple, il y a des patients où je me suis dit, je les aide pas, ça marche pas, je vais arrêter le suivi. Je vais arrêter le suivi parce que ça marche pas. Et donc, je leur expliquais, je leur disais, voilà, pense qu'on arrive au bout de quelque chose, je sais pas comment je peux vous aider plus que ça. Je vous propose qu'on arrête là, mais si ça va pas, vous n'hésitez pas à me rappeler. Il n'y a pas de problème, je vous reverrai, mais c'est juste que je pense que Et en fait, une très grande partie m'a rappelé. En me disant, bah si, j'aimerais quand même vous revoir. Et je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose. Et puis, ouais, je pense que j'ai fait le deuil de cette efficacité à tout prix, de la guérison, d'accepter ce qu'est la chronicité, d'accepter qu'on n'est pas dans la toute-puissance médicale, et ça va mieux, du coup. Je t'écoute parler et comme on a beaucoup parlé de relations, il y a cette pensée qui me vient quand je t'écoute parler, que finalement, le fait de juste proposer cette relation, des fois ça suffit. Proposer une relation d'aide, avant de proposer de l'aide, en fait, des fois, juste proposer ça suffit. Ouais, j'ai mis du temps ça à le réaliser. Je pensais pas que c'était aussi vrai, mais je crois qu'il y a la relation d'aide alors ça, je suis persuadé, est primordiale avant toute aide. On peut aider on peut aider les gens vraiment quand on est dans une relation d'aide. Mais il y a certaines circonstances qui nécessitent, en fait, essentiellement de la relation. Je pense par exemple aux interventions que j'ai pu faire avec la cellule d'urgence médico-psychologique. Donc on intervient sur des catastrophes, des gens qui sont pas malades, c'est pas des gens malades, c'est des gens à qui vient d'arriver quelque chose de catastrophique. Un accident terrible, un attentat, une catastrophe naturelle. Qu'est-ce qu'on offre à ce moment-là dans l'aigu? Quand on voit les gens 1 heure après un attentat, ce qui m'est arrivé, on offre de la relation. Rien de plus. On est là pour eux. Et d'ailleurs, aussi, les patients que j'ai pu revoir après, leur phrase était « merci d'avoir été là ». Mais je pense que c'était à entendre littéralement. C'est-à-dire, vous étiez là. Il y avait quelqu'un qui était là. On n'a pas fait grand-chose. On les a écoutés. On ne pouvait pas tellement leur proposer de solutions dans l'immédiat. Il n'y avait pas forcément de choses à faire. On les a écoutés et c'était suffisant. C'était ça. Je crois qu'il y a des moments comme ça où les gens ont besoin simplement de relations. Effectivement, d'une relation d'aide. De sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les écoute. Et c'est pas évident pour tous les médecins d'ailleurs d'accepter ça. Parce que il y en a même qui sont mal à l'aise avec ça. Dire, mais c'est pas mon métier, je suis pas là pour écouter les gens, je sais pas. Faire quelque chose. Mais ce que j'essaie d'expliquer, notamment quand on fait des jeux de rôle, c'est que être là pour les gens, les écouter, c'est déjà faire quelque chose. C'est pas ne rien faire. C'est offrir quelque chose quand même. Je te remercie Adrien pour cette réflexion. Comme le temps passe, je vais te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail? Eh bien, c'est une question primordiale en psychiatrie. Quand un interne arrive dans un nouveau service de psychiatrie, une de ses premières questions, c'est est-ce que dans ce service, on porte une blouse? Parce que selon les services, on porte ou non une blouse. Alors moi, je porte une blouse la plupart du temps. C'est-à-dire quand je vais en liaison, pour qu'on puisse m'identifier comme médecin, parce que
C'est compliqué sinon de comprendre qui je suis. Je portais le blouse avec un badge qui dit qui je suis. Et puis en consultation, je dois dire que il m'arrive assez souvent de porter la blouse. C'est un peu des humeurs. Il y a des jours où je la porte pas, des jours où je la porte. Mais j'aime assez. Je sais pas, c'est un vêtement que j'aime assez. Je trouve confortable. Il y a plein de poches, on peut mettre plein de choses. Donc je dois dire que j'aime assez porter une blouse. Donc la plupart du temps, j'ai une blouse. Merci beaucoup Adrien pour cet échange et toutes ces réflexions. Merci à toi. Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram Podcast La Consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.